Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je suis Margot Bernard d'Indura, pôle de compétitivité infra 2050 et je vais animer ce webinaire qui porte sur la fonte des glaciers, leur évolution, les risques naturels que cela engendre et les opportunités aussi. Donc ce webinaire est organisé en collaboration avec Editem et Alpi. Rapidement, le webinaire est organisé dans le cadre du projet e-Risque Alpes. Donc, dans le cadre de l'animation d'Indura, on anime donc une communauté collaborative d'intérêt pour le développement des compétences de la recherche appliquée et de l'innovation dans le domaine des risques naturels gravitaires. Et dans le cadre du projet e-Risque Alpes, donc la chaîne de connaissances des webinaires e-Risque a pour vocation de porter à la connaissance du plus grand nombre les méthodes, outils, approches et expériences capitalisées dans les laboratoires et entreprises. Alors, ce webinaire va être organisé avec 2 présentations suivies d'un moment d'échange, de questions et réponses. Pour les échanges, vous avez 2 options. Vous pouvez écrire les questions dans le module QR. Vous pouvez les écrire à tout moment, on les reprendra à la fin et les intervenants y répondront. Et vous pouvez aussi lever la main et à ce moment-là, je pourrai vous donner la parole et il faudra juste que vous activiez votre micro. Voilà, donc ce webinaire est organisé avec Maëva Catala d'Editem et Jonathan Fauriel d'Alpic. Je vais leur demander de se présenter rapidement. Maëva? Bonjour à tous, donc moi c'est Maëva Catala et je suis doctorante au laboratoire Editem et ma thèse est financée par le bureau d'études Alpinger et je travaille notamment sur la cartographie et la modélisation des risques d'origine glaciaire et périglaciaire dans les Alpes françaises et je vais vous présenter un petit peu tout ça au cours de ce webinaire. Merci. Jonathan? Alors le micro est fermé. Merci. Oui, bonjour, Jonathan Foriel. Je travaille donc en Suisse, à Lausanne. Je suis le responsable pour Alpic pour les aspects génie civil et environnement. Donc, on travaille principalement en Valais, sur le canton de Vaud et aussi dans d'autres cantons alpins. Et je vais vous présenter aujourd'hui les risques qu'on rencontre, le retour d'expérience, mais aussi les opportunités. Merci. Donc, je vais donner la parole directement à Maëva, donc qui va faire un aperçu, en effet, des risques engendrés par la fonte des glaciers. Et ensuite, donc, ce sera Jonathan qui fera la deuxième présentation pour un aperçu de ces risques en Suisse et les opportunités, notamment sur des ouvrages multi-usages, pardon, des ouvrages hydrauliques. Maëva, j'arrête mon partage et je te laisse la main. Ça marche, merci. Merci. Hop. Je te laisse juste me dire si c'est bon, Margot. C'est tout bon. Ok, et ben, merci beaucoup. Bonjour à tous. Comme je le disais, il y a quelques instants, je vais vous présenter un travail sur la cartographie et la modélisation des aléas liés à la dégradation de la cryosphère dans les Alpes françaises. Donc c'est un travail qui a été réalisé dans le cadre de ma thèse, avec, Editem et Alpinger et avec, de nombreuses collaborations avec des collègues qui viennent de l'université de Zurich, de Fribourg, de Berne et de l'INRAE, ce qui rajoute donc beaucoup de logos à cette première slide déjà bien chargée. Et donc c'est un travail qui intervient dans un contexte où on a une augmentation globale des températures à l'échelle mondiale, hem, avec une augmentation de plus 2 degrés entre la fin du 19e siècle et le début du 21e siècle. Et cette augmentation, elle est notamment très marquée dans les milieux montagnards. On a aussi une véritable accélération de l'augmentation des températures de l'air, depuis les années 1980 et les conséquences sur la cryosphère dont je vais vous parler aujourd'hui sont notamment un retrait glaciaire, une dégradation du permafrost, mais aussi un amincissement, une réduction de la durée du manteau neigeux, une élévation de la limite pluie-neige, et cetera.
Et donc aujourd'hui, je vais surtout me concentrer sur le retrait glaciaire, la dégradation du permafrost, les processus que ça peut engendrer et les conséquences et les implications pour les sociétés qui vivent dans les milieux montagnards et notamment dans les Alpes françaises. Donc pour reprendre un petit peu, les bases, déjà la dégradation de la cryosphère se manifeste par une dégradation du permafrost et le permafrost, c'est, tous les terrains dont la température est inférieure à 0 degré pendant au moins 2 années consécutives. Le permafrost, il est souvent considéré comme, le ciment, on l'appelle souvent le ciment des montagnes, le ciment des parois, parce que la glace qui est contenue dans les parois à permafrost joue un rôle cohésif entre les différents volumes rocheux. Donc sa dégradation et donc la fonte de la glace qu'il contient peut entraîner une déstabilisation des masses rocheuses, donc soit par un approfondissement de la couche active, comme on le voit sur le graphique, en A sur la slide. Donc la couche active, c'est la couche du terrain qui dégèle et qui regèle en fonction des variations saisonnières et s'il y a un approfondissement de la couche active, ça peut entraîner des déstabilisations rocheuses. Et on peut aussi avoir la formation de couloirs de dégel dans les fractures qui peuvent entraîner des pressions hydrostatiques dues à l'eau, et qui entraînent également des déstabilisations, des volumes rocheux. Or, il y a un véritable réchauffement, du permafrost dans les parois alpines. Les forages dans l'ensemble des Alpes européennes ont enregistré en moyenne une augmentation de la température des parois de 0,4 degrés. Et on voit sur le graphique, au milieu de la diapositive, qu'on a un réchauffement global dans les forages, présents dans les Alpes françaises et voire un réchauffement des parois de +1 degré dans certains forages comme celui de l'Aiguille du Midi, ce qui est assez énorme, pour des parois rocheuses. Les conséquences de ce réchauffement des parois sont donc une augmentation de la fréquence des écroulements rocheux avec, on a par exemple ici un inventaire, qui a été mené dans le massif du Mont Blanc entre 2007 et 2021, des écroulements rocheux qui ont un volume supérieur à 100 mètres cubes et on voit, qu'il y a non seulement une augmentation de la fréquence des écroulements rocheux et on a certaines années où il y a, plus de 200 écroulements rocheux comme c'était le cas en 2018 et 2019. En parallèle de la dégradation du permafrost et des impacts que ça peut avoir sur la stabilité des versants en montagne, on a également un retrait glaciaire qui est très marqué. Donc c'est très marqué à l'échelle, globale, à l'échelle planétaire comme on peut le voir sur le graphique de gauche. Et puis, ce retrait glaciaire, généralisé, il se traduit par une diminution de la masse, du volume et de l'épaisseur des glaciers, mais aussi par une remontée altitudinale des langues glaciaires et des lignes d'équilibre glaciaire. Donc ça, dans le paysage, ça se traduit par des modifications profondes du paysage, comme on peut le voir sur les 2 photos de la mer de glace dans le massif du Mont Blanc qui sont prises à 1 siècle d'intervalle. Et ça peut aussi entraîner la formation de lacs glaciaires, donc qui se forment au front des glaciers qui se retirent progressivement et c'est là qui se forment, parfois derrière, les moraines des glaciers, qui sont souvent constituées de matériaux, qui peuvent être instables. Hem Donc, ces lacs, ils se situent souvent sous des parois, qui sont, par nature instables du fait de la dégradation du permafrost comme j'en parlais et puis également de la décompression post-glaciaire et ils peuvent donc, générer ou amplifier des risques, donc soit par la rupture brutale de leur barrage qui est souvent, constitué de matériaux morainiques comme je le disais, ou soit suite à l'impact d'un aléa gravitaire qui peut entraîner un débordement du lac ou la rupture de son barrage. Et dans ce cas, il y a des aléas en cascade qui peuvent se produire et qui se propagent parfois très loin au fond vallée et c'est ce qui est par exemple, arrivé, ici au Népal en 2017 dans la vallée de Barun, où on a une cascade de processus liés à une avalanche rocheuse et à un lac glaciaire et qui a entraîné des laves torrentielles, assez destructrices et meurtrières, hem, jusqu'à 6,5 km en dessous d'un lac. Donc il y a un vrai besoin d'anticiper les risques liés à la dégradation de la cryosphère et ça c'est un vrai enjeu,
ça constitue des vrais enjeux sociétaux, pour les sociétés alpines. Et donc, c'est dans ce contexte-là, qu'on a un peu formé nos questions de recherche et que je vais présenter aujourd'hui et qui sont, dans un premier temps, où est-ce que des lacs pourraient se former à l'avenir dans un but d'anticiper les aléas, qui pourraient, arriver dans les années ou dans les décennies à venir suite au retrait glaciaire. Donc où est-ce que ces lacs peuvent se former? Et en parallèle, est-ce que, il y a des secteurs instables, depuis lesquels des écroulements rocheux peuvent se déclencher? Si quelque chose se déclenche dans ces secteurs, jusqu'où est-ce que ça peut se propager? Et est-ce que ça peut engendrer des aléas en cascade qui, pourraient aller, eux-mêmes jusqu'en fond de vallée? Donc les objectifs de la recherche, c'est vraiment d'identifier à l'échelle régionale des secteurs à risque dans les conditions actuelles et futures de la cryosphère, afin d'aider au développement de stratégies d'atténuation ou de stratégies anticipatives des risques en montagne. Et donc, le premier point, c'est d'identifier les secteurs dans lesquels des lacs pourraient se former à l'avenir. Et pour ça, on a utilisé le modèle GLAPTOP pour l'ensemble des Alpes françaises. Et les principes de ce modèle, c'est d'utiliser un modèle numérique de terrain. Donc nous, on a utilisé celui à 25 mètres pour les Alpes françaises, un shapefile de contour des glaciers et les lignes de flux glaciaires qui sont digitalisées manuellement. Et le modèle, il vient ensuite calculer l'épaisseur de glace depuis la surface de la pente en prenant en compte la relation entre les contraintes de cisaillement basal et la dénivellation du glacier, pour en fait obtenir un raster, de l'épaisseur de glace. Cette épaisseur de glace, elle va être soustraite au MNT initial pour avoir un MNT de la topographie sous-glaciaire, donc un MNT sans les glaciers, à partir duquel on va détecter des surcreusements, dans lesquels des lacs pourraient se former à l'avenir. Donc ça, c'est les résultats, dans les Alpes, françaises. Donc on a les cartes à gauche, chaque point représente un surcreusement potentiel. Hem Et on a au total, 139 surcreusements qui pourraient, se produire dans les Alpes françaises. Et on a essayé de classer ces lacs, en fonction, de la les surcreusements, pardon, en fonction de la susceptibilité de formation d'un lac. Parce qu'il y a pas forcément un lac qui va se former dans chacun des surcreusements qui a été modélisé. Et donc pour ça, on a mis un indice qui va de 0 à 5, 0 étant une très faible susceptibilité qu'un lac se forme et 5 une très forte susceptibilité, qu'un lac se forme dans le surcreusement. Et pour ça, on a regardé la morphologie, des glaciers, autour de chaque surcreusement modélisé et on a regardé l'angle de pente au niveau du surcreusement prédit, la présence ou l'absence d'une rupture de pente à l'aval du surcreusement, s'il y a un rétrécissement du glacier ou un verrou rocheux et la présence ou l'absence d'une transition entre un champ de crevasse et une zone sans crevasse qui pourrait indiquer un éventuel surcreusement sous le glacier. Et grâce à ce classement, on a vu qu'il y a 50 des surcreusements, qui ont une forte susceptibilité de se former dans le massif du Mont Blanc, que les surcreusements les plus volumineux et les plus profonds, se situent dans le massif du Mont Blanc. C'est notamment les surcreusements sous le glacier d'Argentière et de Talèfre et qui ont tous 2 une très forte susceptibilité de se former. Par contre, il y a 73 des surcreusements qui ont une faible susceptibilité de se former, donc avec un indice inférieur ou égal à 1/5 et qui se situent dans le massif de la Vanoise. Et ça, c'est dû au fait que dans le massif de la Vanoise, on a beaucoup de surcreusements, on a beaucoup de glaciers, pardon, qui sont de type calotte, glaciaire et qui sont pas adaptés à la classification qu'on a faite. Donc à partir de ces lacs, l'idée, c'est d'identifier lesquels représentent, potentiellement un risque d'être impactés par un écroulement rocheux et ce qui pourrait représenter des risques d'aléas en cascade. Et pour ça, on a besoin d'identifier des secteurs à risque et de modéliser la trajectoire des écroulements rocheux. Et donc, on a procédé en 2 étapes. Il y a une première étape qui consiste à cartographier des zones de départ potentielles d'écroulements rocheux en fonction des conditions de permafrost, et une seconde étape qui consistera à cartographier les zones de propagation. Donc tout d'abord, pour cartographier les zones de départ,
on dispose d'une base de données qui contient plus de 1300 écroulements rocheux observés dans le massif du Mont Blanc pendant les 15 dernières années, donc sur la période 2007-2021. Et donc cette base de données qui est relativement importante, elle peut être croisée avec des cartes de permafrost. Donc là, c'est ce qu'on voit sur la carte de gauche, avec les couleurs qui vont du violet au rouge. C'est des cartes de température moyenne en surface des parois. Et on va regarder, ces cartes de permafrost pour caractériser dans quelle gamme de température se déclenchent les écroulements rocheux. Et on peut voir sur, le graphique au centre, de la slide, qu'une majorité des événements se déclenchent dans les parois qui ont des températures de surface entre -4 et 2 degrés Celsius, mais qu'il y a un pic de la fréquence des écroulements rocheux entre -2 et 0 degrés. Donc ces observations, elles peuvent être utilisées pour cartographier des secteurs qui ont des conditions de permafrost favorables au déclenchement d'écroulements rocheux. Et on a fait un indice, des parois, qui pourraient être instables. Donc avec, 3 niveaux de «risque» entre guillemets. Le premier, donc le premier scénario, c'est plutôt un scénario large et conservateur qui conserve toutes les parois, dans lesquelles les écroulements rocheux pourraient se déclencher. Donc c'est ce qui est nommé le RSI 1 sur le graphique. On a un scénario un peu moyen avec toutes les parois dont la température moyenne annuelle en surface est comprise entre -4 et 2 degrés Celsius. Et puis un scénario, le troisième, qui est un scénario plutôt fort et qui concentre juste les parois qui ont la morphodynamique la plus active, avec des températures comprises entre -2 et 0 degrés, qui correspond au pic de la fréquence d'écroulement dont je parlais. Donc on a cartographié ces zones de départ dans l'ensemble des Alpes françaises et c'est ce qu'on voit à gauche et on a un exemple dans le massif du Mont Blanc à droite de la slide. Une des limites de cette méthode, c'est que ça prend pas en compte la lithologie qui peut, et puis les discontinuités, locales, les fractures de la roche et cetera, mais qui sont difficiles à prendre en compte à l'échelle régionale et puis surtout, on a besoin de développer nos bases de données d'écroulements rocheux dans d'autres massifs que celui du Mont Blanc, puisque le massif du Mont Blanc est essentiellement composé de granit et de gneiss qui ont des propriétés mécaniques, assez similaires. À partir de ces zones de départ, la question est maintenant de savoir si quelque chose se déclenche à l'amont, jusqu'où est-ce que ça peut se propager? Et pour y répondre, l'idée, c'était d'utiliser un modèle de propagation qui est suffisamment simple pour pouvoir tourner à l'échelle régionale, donc à l'échelle des Alpes françaises. Et pour ça, on a utilisé le modèle, Rocavella, qui a été développé dans le cadre de ma thèse. Et ce modèle, il utilise comme donnée d'entrée un MNT pour, calculer les pentes et des zones de départ qui sont celles que je viens juste de définir. Le modèle, il calcule ensuite la propagation grâce à des critères de pente relativement simples basés sur les angles de ligne d'énergie et le modèle permet également un étalement latéral, pour, la dispersion du dépôt. Ce modèle, il est calibré avec un inventaire d'écroulements rocheux, que l'on voit sur la droite du graphique. Et donc ce sont des écroulements rocheux qui se sont produits dans des conditions très hétérogènes, donc ils ont des volumes, sensiblement différents, ils se sont propagés sur des substrats différents. Il y en a certains qui se sont produits en moyenne montagne, ce sont les points bleu clair et d'autres qui se sont produits plutôt en haute montagne, ce sont les points bleu foncé et donc ces derniers se sont plutôt, propagés sur des glaciers et de la neige. Donc cette base de données, elle a permis de proposer 3 scénarios de propagation en fonction de l'angle de ligne d'énergie et de l'aire à dimensionner sous le profil. Et la trajectoire d'un écroulement rocheux dans le modèle s'arrête lorsqu'un seuil d'angle de ligne d'énergie selon l'aire à dimensionner sous le profil est atteint. Et donc, on a 3 scénarios de propagation. Un scénario où la propagation est plutôt élevée, qui permet les distances de propagation, les plus étendues par rapport à la base de données, que je vous ai présentée. Un scénario moyen et puis un scénario à limite de propagation basse avec, des distances, les plus courtes.
Donc voilà les résultats dans les Alpes françaises. Donc on ne voit pas très bien sur la carte de gauche, mais il y a un zoom dans le massif du Mont Blanc qu'on peut voir plutôt à droite de la diapositive. Les valeurs de la cellule en sortie du modèle correspondent à une susceptibilité d'atteinte qui est calculée comme étant le rapport entre le nombre de trajectoires qui passent par une cellule et le nombre d'itérations du modèle. Donc cette susceptibilité d'atteinte, c'est un indicateur qu'il faut plutôt utiliser d'un point de vue qualitatif pour identifier les secteurs qui présentent la plus forte concentration de trajectoires par simulation. Euh, Et donc, grâce à ces cartes de propagation, on va pouvoir répondre à la grande question de départ qui était, quels sont les lacs, qui présentent un risque de vidange brutale, lié à l'impact d'un écroulement rocheux? Et donc pour ça, on a croisé des inventaires de lacs, donc dans les conditions actuelles, mais également les lacs qui pourraient se former à l'avenir grâce au modèle GLAPTOP. Et donc on a croisé ces cartes avec les cartes de propagation et on a vu que dans les conditions actuelles de la cryosphère, donc avec un inventaire des lacs qui a été réalisé par l'INRAE, à partir d'orthophotos entre 2020 et 2023, donc c'est, l'inventaire le plus récent dont on dispose. Il y aurait entre 53 et 90 lacs qui seraient à risque d'être impactés selon le scénario de propagation choisi, donc scénario bas ou scénario élevé. Et dans les conditions futures de dégradation de la cryosphère, c'est-à-dire en prenant les lacs modélisés issus du modèle GLAPTOP, et des conditions futures de permafrost qui sont estimées à un réchauffement linéaire de +4 degrés dans les parois d'ici la fin du XXIe siècle, on aurait entre 27 et 51 lacs qui seraient à risque d'être impactés selon le scénario de propagation choisi. Hem, donc voilà un petit peu pour conclure cette présentation, j'insiste vraiment sur le fait que c'est un travail qui a été réalisé à l'échelle régionale et c'est vraiment une première étape pour identifier des secteurs à risque dans lesquels, il faut mener des études plus approfondies à l'échelle du site. Parce que notre approche à l'échelle régionale ne permet pas d'être très précis. Donc c'est vraiment une première étape pour identifier des secteurs à risque et ensuite à l'échelle du site, il va falloir mener, un suivi, des températures des parois, pourquoi pas des levées géophysiques ou des modélisations du permafrost à base physique pour mieux caractériser, l'état thermique du terrain, la présence d'eau ou de glace dans les sols et cetera. Et puis aussi, mener des modélisations, physiques, de la propagation pour, confirmer, ou pas, les propagations qu'on a avec le modèle qui tourne à l'échelle régionale. Donc, voilà pour, moi aujourd'hui et n'hésitez pas à poser des questions, tout à l'heure. Je vous remercie. Merci Maëva. On prendra les questions à la fin des 2 présentations, mais vous pouvez les noter, à tout moment, hein, dans le module QR. On va passer la parole à Jonathan. Oui, merci Maëva pour la présentation. Ça fait aussi une transition vers la mienne. Donc effectivement, je vais la mettre là. Sur la base des risques, on va proposer des potentielles solutions avec une des solutions possibles, justement, c'est les ouvrages d'accumulation. Et puis, on va avoir 2 exemples. Tout d'abord, un premier thème qui va être les constats et le besoin d'adaptation. Moi, je vais essayer de ne pas me répéter avec ce qu'a dit Eva, mais il y a une très bonne, au minimum, introduction qui a été faite là. Et puis ensuite, on verra 2 exemples et ensuite la synthèse. Un premier point, peut-être, quitte à enfoncer une porte ouverte, c'est quand même la base de la présentation. Et puis, un point très important qu'il faudra considérer, les glaciers fondent. C'est quand même vraiment la base des discussions. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? On fait ce constat que les glaciers fondent. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Et puis, on va essayer d'y répondre aussi avec des aspects un petit peu quantitatifs. Dans les faits, on a, donc là, ici, c'est des chiffres suisses. Hein.
qui concerne aussi le milieu alpin suisse, et encore plus, on voit que les conséquences au milieu alpin sont encore plus importantes sur le passé et le futur. Donc ça, c'est un travail qui a été fait par la Confédération, avec jusqu'à aujourd'hui une augmentation de température effective. Et pour le futur, ça dépend des scénarios, très clairement, entre les différents scénarios RCP 2,5, 4,5, 8,5, si vous êtes familier avec ces chiffres, suivant les scénarios climatiques, si on prend des mesures ou pas. Jusqu'à 2024, c'est très factuel. Après 2024, ce qu'on est sûr, c'est que la température va continuer à augmenter. Et puis, la question, c'est plutôt de combien. Ça a des conséquences directement sur l'isotherme 0 degré. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il augmente. Et puis, ce dont on peut être sûr, c'est qu'il va continuer à augmenter. Et la question, c'est aussi quel est le timing là-dessus. Donc ça, c'est vraiment des constats assez forts qui ont des conséquences sur la sécurité et la stabilité des pentes. Et surtout sur les glaciers, dont on regarde ici le travail qui a été fait par GLAMOS de l'ETHZ à Zurich, un travail assez exhaustif sur tous les glaciers en Suisse. Donc ça, on voit la différence de volume, donc la diminution des volumes des glaciers. En général, on disait entre 1 et 3%. Avec 2003, il y a eu un peu plus, année de forte chaleur. Et puis, ça s'est très nettement accéléré depuis 2022, avec plus ou moins 6% et 4%, ce qui est vraiment un volume important. Dans le temps, qu'est-ce que ça implique, ça? C'est que le volume de glace a été grosso modo divisé par 2 par rapport aux années 50. J'ai regardé un peu ce que ça valait, donc 44 km cubes. Ça fait, en gros, effectivement, c'est toujours difficile d'avoir ces estimations, plus ou moins 1000 ans de consommation d'eau potable en Suisse. Donc, simplement pour dire, c'est beaucoup d'eau. Et ça a des conséquences aussi en termes de topographie, mais aussi en conséquence sur la gestion de l'eau. Donc aujourd'hui, on est à peu près à la moitié par rapport à ce qu'il y avait dans les années 50. C'est des images qui sont toujours un petit peu, comment dire, qui passent souvent, mais qui, je trouve, sont assez parlantes. Là, avec des exemples ensuite, donc là, cette fiche du Gorner, où on a un recul vraiment très, très fort. Il y a le site du FAWAV, de l'étage juridique de SIC, où on fait défiler les photos, on voit avant, après, et c'est, je crois, assez parlant. Tout ça pour dire que le recul est aussi mesuré. Un point fort, c'est que tous les glaciers reculent, tous, absolument sans exception, depuis quelques décennies. Et puis, les plus gros glaciers, Maëva a montré une photo, justement aussi un avant-après, au-dessus de Chamonix. Et là, on parle en kilomètres. Donc ça a vraiment des conséquences aussi sur les risques. Maintenant, ça, c'était le passé pour les glaciers. Pour le futur, il y a eu des simulations qui ont été faites aussi. Ici, c'est le plus gros glacier, avec la mer de glace, je ne sais pas, mais en tout cas, le plus gros glacier d'Europe, a priori, le glacier d'Aletsch. On voit justement ces lacs potentiels qui sont formés, l'étude aussi qui a été faite là, la glacière potentielle, et puis cette fonte inexorablement, fonte des glaciers. Ça dépend des scénarios. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que c'est les scénarios les plus pessimistes qui sont effectifs. En tout cas, ça va continuer. Quel scénario on prend? Alors, justement, on a cette fonte qui peut être différente. Ici, vous avez le glacier de la Lech à gauche, le glacier du Gorner à droite. Ce qu'on pense, c'est que ça va aller effectivement plus vite que ce qu'on croit, en tout cas. Les conséquences de ces changements, la première, c'est vraiment le changement de topographie et quelles sont les conséquences derrière de ce changement de topographie. La première chose d'un point de vue des infrastructures, c'est qu'on peut dire qu'elles sont mal placées. Avec l'exemple justement de la centrale des Bois qu'on a au-dessus de Chamonix, on reste vers la mer de glace là-bas, où le captage a dû être modifié, il est monté un peu plus haut, puis d'après les informations qu'on a, effectivement, le captage est déjà périmé, c'est-à-dire qu'il faudrait déjà le changer d'emplacement aussi déjà aujourd'hui, alors qu'il va être changé avec des
comment dire, des travaux vraiment importants qui ont été faits. Donc, ça a vraiment des conséquences sur les infrastructures existantes, que ce soit pour les aménagements hydroélectriques ou les autres, les ouvrages de protection. Ce qu'on voit sur la modification des débits, les dimensionnements sont inadaptés aujourd'hui parce que ça change. Alors, avec l'exemple du glacier d'Aletsch, les simulations qui ont été faites là, au début, donc comme le glacier fond rapidement et qu'il y a une grosse masse de glace, les débits augmentent. Donc avec des forts débits, c'est-à-dire que nos aménagements sont sous-dimensionnés. Ensuite, vu qu'il y a moins de glace, les débits diminuent. Et puis, il y a un effet aussi de changement dans le temps avec des fontes qui arrivent plus vite dans le temps, effectivement. Donc ça, il faut s'y préparer. Ça a déjà changé. Aujourd'hui, pour les gros glaciers, en tout cas, les débits continuent à augmenter, mais il va y avoir des changements par la suite. Encore un autre point, c'est l'augmentation de la charge sédimentaire. Toute cette moraine, je vous recommande d'aller vous balader dans les endroits élevés où le glacier s'est retiré. On pense être sur la Lune, hein. Il y a énormément de moraine, il n'y a pas de végétation. Et ça a des conséquences aussi pour les rivières, avec beaucoup plus de sédiments charriés, et pour les aménagements hydroélectriques, avec les prises d'eau ou les petits ouvrages, où il y a de plus en plus de sédiments là-dessus, avec des risques, d'une part environnementaux, parce qu'il faut les gérer, ces sédiments, et aussi sécuritaires, que ce soit la sécurité des ouvrages d'accumulation ou les avaliers. Quelques conséquences, les lacs glaciaires, donc on en a très bien parlé. Moi, j'avais un exemple aussi au Pakistan. J'ai juste mis un print screen d'un pont qui s'effondre suite à la rupture d'un lac glaciaire. Et ça, c'est des points très forts qu'on a aussi en Suisse, je donnerai un exemple plus tard, mais qui a aussi à l'Himalaya et ailleurs des conséquences fortes. Je ne vais pas aller dans les détails. Aussi sur les instabilités de pente, les laves torrentielles, c'est des choses qui existent en Suisse avec Bondo en 2017 aussi. Et encore un dernier point, c'est l'augmentation des débits de crue qui sont dus à l'augmentation des fréquences des orages. On a eu des choses dans le Val d'Anivier, alors pour les orages en tout cas, et avec l'augmentation des isothermes. Tout ça, ça fait des risques sécuritaires à l'aval des glaciers, à l'aval de ces vallées. Je viens un petit peu sur les deux exemples. Le premier, c'est le glacier d'Aletsch. Et pour montrer, en Suisse, on dit si ma vallée n'a pas son barrage, c'est qu'on a raté sa vie. C'est pas la Rolex, mais c'est le barrage. Et c'est un peu vrai dans le sens où on va voir en fait quel est l'avantage d'avoir ces retenues qui sont soit en fond de vallée, effectivement, soit à l'aval immédiat des glaciers. Ici, c'est un exemple qu'on a eu en 2015-2016. Donc, ça continue d'être suivi par nous et par le canton. Sur les conséquences d'événements qui sont passés ici pour avoir les dimensions. Donc, c'est le glacier d'Aletsch. Donc, on a déjà vu des simulations précédemment. Donc là, l'envergure, c'est 12 km. Et on a un petit barrage que vous voyez en bas ici, je ne sais pas si moi souris, barrage de Gibidem. Il a l'air petit là, mais il fait quand même 120 mètres de haut. Donc, c'est quand même un beau bébé. Et si on fait un petit zoom, on a eu en fait des mouvements de terrain, des glissements potentiels en rive gauche, d'une part en 2015 et 2016, qui est situé un peu plus de 2 km en amont de la retenue et à 3-4 km du barrage en lui-même. Puis on s'est posé la question, est-ce que c'est un danger pour le barrage? Est-ce que c'est un danger pour la population? Donc il y a ces vérifications qui ont été faites avec donc ces mouvements qui sont très nettement dus au retrait du glacier. Donc, le glacier, en fait, avait une force de stabilité du versant. Et le fait qu'il se retire, ça enlève, en fait, le buton que faisait le glacier et ça donne la possibilité à la montagne de bouger. Ce qu'il y a eu là, donc il y a eu des mouvements assez forts sur toute cette zone, jusqu'à effectivement 30 cm par jour, donc ça bouge passablement. Et puis la masse en mouvement de Mossflow, dans ce cas-là, c'était estimé, parce que c'est assez difficile à estimer aussi, entre 100 et 200 millions de mètres cubes. Donc c'est assez puissant. On voit ici à l'aval la ville de Brigue, avec qui a à peu près 15 000 habitants, et donc on est la conséquence sur la vallée du Rhône, donc la partie amont de la vallée du Rhône. Partie suisse-allemande du canton du Valais. Donc, quel était le risque là-dessus? Vérification pour le barrage et pour les avaliers, ça peut être un risque pour le barrage de sécurité et pour les avaliers, s'il n'y avait pas le barrage aussi. Hein.
Le risque, c'était la formation d'un barrage naturel et ensuite sa rupture du fait que ce barrage naturel était dû à l'éboulement. Donc, le pic, le débit de pointe de cette rupture est estimé à environ 10 000 mètres cubes secondes. On fait une estimation conservative. Hein, on dit que le barrage part d'un coup, donc s'effondre d'un coup, ce barrage naturel donc formé par l'éboulement. Et ensuite, donc, on a modélisé cette vague. Quelle était la conséquence? On voit que donc, la vague continue. Si il n'y avait pas le barrage, s'il y avait le barrage, c'est pas la même chose. Et puis là, ensuite, on estime en fait le laminage de la retenue et quel est l'effet de ce laminage. En fait, quel est le débit qui sort du barrage ensuite. Donc ça a été vérifié. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a quand même un déversement par-dessus le barrage. Donc vous voyez à droite ici un déversement qui était dû plus à un apport d'eau important en été. Donc c'est des versements qu'on a plus ou moins régulièrement, qui est d'ailleurs dû à la fonte du glacier plus forte. Hein. L'augmentation des débits qu'on a vu tout à l'heure, ça se caractérise ici par un déversement. Et on a vu que cette masse instable qui créait un lac naturel qui ensuite pouvait se rompre avait simplement une conséquence de 8 mètres cubes secondes donc à l'aval du barrage. Donc on a une atténuation très importante de cette vague. Donc ce qu'on conclut, c'est qu'il n'y a pas de risque de sécurité pour le barrage, donc il n'y a pas une augmentation en fait du dommage, mais clairement une diminution du risque de la vague pour les avaliers. C'est un travail qui était intéressant à voir parce que ce n'était pas prévu, on va dire, que le barrage serve à ce moment-là pour les avaliers, mais on voit qu'il a de fait une fonction très positive. Le deuxième exemple, c'est l'exemple de Zermatt. C'est un projet qu'on a en cours. Ici, donc, la modélisation où on voit petit à petit la fonte du glacier et ses conséquences. On voit qu'il y a un lac naturel très important comme a été dit aussi plus tôt. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette fonte-là? Quelles sont les opportunités aussi? Dans les faits, aujourd'hui, il y a déjà un problème de crue dans la vallée de Zermatt, avec donc des crues qui sont dues à la pluie, tout simplement, mais aussi à la rupture de lacs glaciaires. Il y a eu dans le passé, en fait, le lac du Gorner, lac glacier du Gorner, qui s'est rompu précipitamment plusieurs fois, avec des débits de crues vraiment importants dans la ville de Zermatt, qui est très touristique, et où la rivière est canalisée, avec des soucis d'inondation à cet endroit-là, qui ont été problématiques par le passé. En tout cas, on voit encore en 2019, ça c'est pas le Gorner, mais c'est un glacier adjacent, où il y a eu justement une crue importante aussi causée par un lac glaciaire dans la ville directement. On voit aussi les dangers naturels, donc cette formation dont on a vu à l'image tout à l'heure de lac naturel, ça a des conséquences avec le travail de Maïva l'avait très très bien expliqué, avec des glissements potentiels dans le lac naturel qui peut créer des tsunamis à l'aval aussi. Un autre point, simplement les précipitations. On voit que le changement climatique fait que les débits vont augmenter, les débits de crue vont augmenter, tout simplement avec la hausse de l'isotherme zéro qui fait que ça ne va plus être de la neige, mais ça va être de la pluie dans le futur. Et on en voit que l'augmentation du pic de crue va sensiblement augmenter dans les milieux alpins, dans les milieux d'altitude en tout cas. Il y a des projets qui existent, là, typiquement des tunnels de dérivation de la ville, mais c'est des projets vraiment extrêmement complexes et coûteux où l'opérabilité peut être aussi un problème. La problématique au sens large, on ne parle pas de risque naturel, mais la stratégie énergétique aussi. On est en milieu alpin, un milieu avec des pentes, et comment on peut utiliser au mieux ces pentes avec justement la production d'hydroélectricité. Je ne vais pas aller dans le détail, mais il se passe beaucoup de choses en Europe avec les nouvelles énergies renouvelables. Il se passe aussi que c'est des énergies intermittentes. J'ai mis l'exemple à gauche, c'est intéressant avec un exemple d'une semaine en Allemagne. Je crois que c'était l'année passée, janvier 2022, donc il n'y a pas encore toutes les installations. On voit qu'une semaine, simplement, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de soleil. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut quand même produire quelque chose. Donc, on fait de la lignite et du charbon. Et donc, il y a cette réflexion au niveau européen et suisse
de dire on a besoin dans certains moments d'énergie, et en Suisse, particulièrement en hiver, où on a un manque, on a une pénurie potentielle hivernale, on importe beaucoup d'électricité en hiver, où on doit répondre à ce besoin de stockage de l'énergie de façon saisonnière. Je vais assez vite, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions par la suite. La solution qui est proposée ici, vous voyez en fait les lignes bleues qui sont les conduites existantes de l'aménagement de grande distance, où il y a déjà des choses qui existent. Et puis, l'idée, c'est de, vous voyez en bas à droite, c'est de créer une nouvelle retenue. En fait, un nouvel ouvrage de retenue, et puis on va voir les conséquences par la suite et de l'intégrer vraiment dans l'aménagement existant. L'ouvrage de retenue, c'est celui-là. Il se trouve qu'on a un verrou rocheux qui est extrêmement bien placé, avec justement, on l'a vu de la slide précédente, des conduites qui passent juste à côté. Donc, c'est vraiment très intéressant, en tout cas potentiellement. Et puis, on va voir maintenant quelles sont les conséquences. Ici, c'est le lac naturel que vous avez vu tout à l'heure. Et en fait, ce qu'on propose, et le projet consiste à rehausser le lac naturel avec un ouvrage de retenue qui est fait donc en aval immédiat du lac naturel. Pour information, donc on a déjà la prise d'eau et l'aménagement qui existent à cet endroit. Les conséquences de en fait, c'est un ouvrage de retenue multi-usage qu'on utilise là. Le premier, en tout cas peut-être le plus important d'un point de vue de la sécurité des personnes, c'est la protection contre les dangers naturels. C'est-à-dire qu'on se protège contre l'eau, ce n'est pas l'usage de l'eau, mais on se protège contre l'eau. On voit l'effet de l'ouvrage de retenue pour la ville de Zermatt. Donc, la possibilité, c'est de dire que quand il y a une crue, on garde l'eau, simplement, dans la retenue, on garde une revanche pour garder l'eau. Et l'effet est assez fort, que ce soit aujourd'hui, donc la situation aujourd'hui, et aussi la situation avec l'augmentation des températures. On voit que le débit de pointe est divisé par 2, ce qui est très, très fort. Et en fait, il n'y a pas vraiment d'autre solution technique qui est aussi intéressante. Le deuxième point, c'est la gestion de la ressource en eau. Qu'est-ce qu'on fait de cette eau qu'on capte déjà, mais en fait qu'on va capter de façon plus efficace? Là, je vous montre simplement l'intégration du nouvel ouvrage dans l'aménagement de grande distance. Il y a plus de 100 km de galeries aujourd'hui dans les montagnes. Donc là, en fait, on ajoute un petit élément. Alors petit, c'est un ouvrage de retenue assez conséquent, mais dans l'esprit, effectivement, il s'intègre vraiment très bien dans l'aménagement existant. Quelles sont les conséquences de ça? Donc, en fait, on voit qu'on va déverser moins d'eau. On l'a vu tout à l'heure, hein, les aménagements maintenant sont un petit peu dépassés parce qu'ils ne sont pas bien dimensionnés avec l'eau qui arrive. Et on fait aussi des économies de pompage. Et puis là, on va gagner donc 200 GVH. Ça fait, on va dire, entre 50 et 100 éoliennes, l'équivalent en termes d'énergie donc nouvelle, de nouvelle énergie propre. Et puis, le deuxième point, c'est le stockage saisonnier, dont on a vu tout à l'heure qu'on a un cruel besoin en Suisse. Et on parle ici de 650 GVH. L'autre point, par rapport à cet aménagement-là, l'autre point très positif, c'est le fait qu'on a un impact CO2. L'empreinte CO2 est très faible. Avec donc très favorable en comparaison, en tout cas, avec les autres types de production d'électricité. En bas, hein, c'est une échelle logarithmique, donc il faut faire attention par rapport au gaz et au charbon. On est vraiment des ordres de grandeur en dessous, du fait aussi qu'on s'intègre dans l'aménagement existant et du fait évidemment que c'est de l'hydro, donc qui est très positif en termes de CO2. En termes de gestion de la ressource en eau aussi, on en profite clairement là pour la région de Zermatt et pour les Avaliers, avec un lien sur la gestion des besoins en eau pour toute la vallée, du fait qu'on est gravitaire, on est en amont vraiment des habitations, donc quelque part on fait un petit peu ce qu'on veut après avec ce volume d'eau qui est disponible. Donc ça, c'est dans l'esprit de dire que tout le monde en profite. On crée une retenue en tête de vallée ici, hein, on est en amont de Zermatt que vous voyez ici, donc du coup toute la vallée peut en profiter, sans nouveau pompage ou autre. Donc que ça soit pour l'eau potable d'une part, où là aujourd'hui il y a un besoin des gens en fin d'hiver, et puis pour l'eau d'irrigation aussi, pour les alpages ou tout ce qui est besoin d'irrigation. Voilà, donc la synthèse un petit peu de cette présentation, c'est difficile en 15-20 minutes d'aller dans le détail, mais c'est pour montrer que
on constate que les choses évoluent, les glaciers fondent, les augmentations de température sont, on peut dire, factuelles, sont mesurées. Ce qui est sûr, c'est qu'elles vont continuer, ces fontes de glaciers. La question, c'est plutôt comment. Et on voit qu'on a une capacité d'adaptation très importante, très forte. Il faut simplement peut-être en prendre conscience de ces choses-là. On voit que les risques, certes, augmentent, mais qu'on a des solutions et qui peuvent être même des solutions, des opportunités intéressantes d'un point de vue de la population en général. C'est-à-dire que non seulement on diminue les risques qui vont être subis, mais aussi on peut additionner et répondre aux besoins sociétaux en termes d'énergie et en termes d'eau, de besoins d'eau potable et d'irrigation aussi. Et le dernier point, maintenant, c'est la question de qu'est-ce qu'on fait. On voit que les ouvrages existants, on voit qu'ils contribuent déjà à ces aspects-là. Et pour les nouveaux ouvrages, donc il y a une volonté en Suisse assez forte d'aller de l'avant. Et puis, on est en train de faire cette pesée des intérêts entre les besoins de protection, les besoins d'eau, d'énergie, aussi la notion de protection de la nature et du paysage qui est très importante, et puis de balancer ces différents points et de voir ce qu'on peut faire au mieux. Voilà pour moi. Merci pour votre attention. Merci, Jonathan. Alors, une première question par écrit pour Maïva, qui demande quelle est la résolution des épaisseurs de glace qui sont obtenues avec l'outil GladTop et s'il y a eu une comparaison de cette résolution avec celle obtenue avec Shallow Ice. Alors, merci pour cette question. Il faut savoir que l'épaisseur de glace dans GladTop, elle est très sous-estimée. Il y a des comparaisons qui ont été faites par rapport à des données géoradar, notamment sur le glacier d'Argentière par rapport à ce qu'on a trouvé dans le massif du Mont Blanc. Et on voit sur ces profils géoradar qu'il y a jusqu'à 50 d'épaisseur en plus avec le géoradar par rapport à GladTop. Donc GladTop sous-estime l'épaisseur de glace et nous, dans le cadre de l'étude que j'ai présentée, on s'en sert surtout pour détecter les emplacements de surcreusements glaciaires, parce que pour détecter ces surcreusements, ça marche plutôt bien. Par contre, après, il faut savoir que la profondeur des surcreusements qui dépend de l'épaisseur de glace, du coup, elle est sous-estimée. Merci Maëva. Alors, on a une question de Julie Deschalets qui lève la main. Donc, oula, pardon. Julie, j'ai donné autorisation. Il faut réactiver le micro. Voilà. Bonjour, merci beaucoup pour ces éléments. Maëva, j'ai quelques questions parce que nous, donc, on est donc, sur la communauté de communes du Briançonnais, donc au niveau des Hautes-Alpes et du massif des Écrins. On a une stratégie de prévention des risques en montagne qui arrive à sa fin et qui va recommencer en 2025. Et donc, j'étais vraiment preneuse des éléments de l'étude sur la partie briançonnaise et notamment sur la Grave et Villard d'Arène, puisqu'on a quand même des ouvrages en dessous. Et je me demandais par rapport aux besoins d'études plus approfondies, quelle était la gouvernance et la maîtrise d'ouvrage, et surtout après le lien avec le rapport de décembre 2022 par l'IGA. Oui, le rapport, c'est bien celui qui a été fait dans le cadre du PAPROG. C'est ça. Oui. Et ben, il y a plusieurs choses à faire à l'échelle du site, plusieurs choses en parallèle, mais qui finalement sont globalement assez liées. Déjà, il faut essayer de caractériser au mieux l'état du permafrost dans les secteurs amont pour voir la température du sol, s'il y a un risque que des écroulements rocheux s'y déclenchent, etc. Et donc pour ça, nous, ce qu'on sait faire à Editem, mais il y a sûrement d'autres méthodes, c'est du suivi de la température en paroi ou au sol avec des capteurs de température, des modélisations thermiques pour essayer de caractériser l'état thermique au sein des versants, donc à l'échelle du versant. Et puis après, il y a tout ce qui est travaux géophysiques, par exemple avec de la tomographie par résistivité électrique, pour voir s'il y a de la glace dans le sol, s'il y a de l'eau au contraire, etc.
Donc ça, c'est ce qu'on fait plutôt à l'échelle du site. Et puis après, il y a tout ce qui est modélisation à base physique, de la propagation, avec des modèles de propagation plus poussés que ce que j'ai montré. Je ne sais pas si ça D'accord. répond à la question. Si, ça en partie, mais moi, c'était déjà identifié quels bassins versants peuvent déverser sur quoi. Et en fait, les points qui ont été présentés pendant la présentation, comment les retrouver avec plus de détails. Comme le focus que vous avez fait sur le Mont Blanc, comment l'avoir sur nous, sur mes secteurs. Et après, un peu sensibiliser les élus et faire se porter à connaissance, puisque c'est hyper intéressant ce qui est présenté là, et ça serait bien que ça dépasse un peu le côté technicien et qu'on aille le défendre auprès des élus, qui sont aussi très sensibles et qui en sont encore d'autant plus inquiets sur ces questions. OK. Alors du coup, ce que j'ai présenté aujourd'hui, donc les cartes de propagation, ça et également les cartes des lacs, hein, ça a fait l'objet d'articles scientifiques qui sont disponibles, enfin qui sont en ligne. Vous pouvez me contacter si vous voulez que je vous envoie les PDF, ça peut être plus simple et il y a les cartes dans ces articles qui sont donnés dans les matériaux supplémentaires. Et par contre, quand on regarde ces cartes de propagation, faut bien garder à l'esprit que c'est pour vraiment, détecter des secteurs à risque à l'échelle régionale, mais c'est difficile de faire des interprétations à l'échelle du site. D'accord, merci beaucoup, bah, on fera comme ça. Merci. Merci. Alors maintenant, j'ai des questions pour Jonathan. Donc, pour Gévidem, si la crue se produit quand le barrage est déjà dans une période de déversement, est-ce qu'il peut y avoir des risques plus importants à l'aval? On parle de Gebidem avec le résumé flou. On a considéré que la retenue était pleine. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que les débits vont s'additionner. Aujourd'hui, on a des déversements dans les cas vraiment extrêmes, jusqu'à 40-50 mètres cubes. Donc, on aurait potentiellement, il faudrait rajouter ces 8 mètres cubes, effectivement. Donc, pour la sécurité du barrage, il n'y a pas de souci. Et puis, pour les avaliers, ça reste un incrément. Donc, ça reste relativement faible. D'accord, merci. Et donc, il y a une deuxième question. Est-ce que la pénurie hivernale est toujours une notion pertinente pour la fin du siècle sans mesure de protection du climat? Si je comprends bien la question, c'est est-ce qu'il va faire froid en hiver et puis est-ce qu'on a besoin encore de beaucoup d'électricité en hiver ou il y a plusieurs choses potentiellement dans la question. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, en termes de production électrique, hein, si on différencie l'énergie et l'électricité, le solaire va prendre vraisemblablement, et puis on a une augmentation assez forte du solaire. Et puis, la chose qu'on peut dire, c'est qu'en hiver, il y a moins de soleil, tout simplement, parce qu'il fait moins jour. Donc, la pénurie hivernale, a priori, va quand même perdurer. Et on voit les projections, il y a plusieurs projections qui sont faites. Alors, ça dépend des hypothèses, toujours, hein, qu'on prend avec ces projections. Il faut les prendre avec des pincettes. Mais c'est qu'en hiver, on aura potentiellement encore beaucoup de besoin d'électricité et il y en aura moins qu'en été. Mhm. Merci. Comment est traité le transport solide dans ces vallées avec un contexte de forte production? Forte production, donc j'imagine fort débit, hein. La gestion des sédiments est vraiment un thème important, c'est clair, et surtout, il y a de fortes chances que ça augmente. Il y a plusieurs choses, c'est qu'avec l'augmentation des débits, en tout cas dans un premier temps, on doit soit, avec les ouvrages de retenue existants, faire des purges ou les enlever. Il y a différentes solutions, faire des canaux, des tunnels de dérivation aussi. Pour les prises d'eau, elles doivent être aussi nettoyées. Et pour les endroits où on n'a pas ni prise d'eau ni barrage, effectivement, c'est un risque parce que les sédiments peuvent s'accumuler et puis lâcher d'un coup avec des potentielles vagues aussi à l'aval. Et pour les nouveaux ouvrages, il faut en tout cas prévoir ce type de dispositif avec des estimations de la quantité annuelle, des estimations des quantités sur le long terme. Et puis prévoir des dispositifs, c'est vraiment au cas par cas. On voit là pour le projet que j'ai montré, on a cet avantage d'avoir en fait un lac de retenue important en amont. Donc la majorité des sédiments vont aller dans cette retenue naturelle. Je ne sais pas si je réponds à la question parce que c'est un thème en soi, hein, la gestion des sédiments, qui est importante, aussi d'un point de vue sécurité vraiment de la population et aussi environnemental, des aspects environnementaux où on doit
assurer d'une part que les sédiments arrivent dans les rivières pour pas qu'il y ait de déficit sédimentaire, mais aussi faire une bonne répartition. Mhm. Oui, 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 c'est un thème en soi. Bah, ça apporte déjà quelques notions. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on voit une qui est arrivée. Des méthodes de suivi-surveillance de rupture de barrage morénique ou de lac glaciaire sont-elles déjà mises en place? Alors, en Suisse, je parle pour les exemples qu'on a eu là. En fait, il n'y a pas eu il y a pas eu de ce type d'ouvrage, donc il n'y a pas de surveillance. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que les mouvements de terrain sont surveillés, mais pas des ouvrages de retenue naturelle, parce que, en tout cas, il n'y a pas besoin, ou alors ils sont très anciens, vraiment. Et puis, je sais qu'à l'étranger, justement, ces lacs naturels font l'objet de surveillance assez poussée. Pourquoi? Parce que quand on a un éboulement, effectivement, donc il y a différents types de lacs naturels, mais si on part du principe qui provient d'un éboulement ou d'un mouvement de vallée, en fait, on a très peu de maîtrise de ce qui se passe, des matériaux qui sont et de comment ils sont imbriqués. Et en termes de coefficient de sécurité, on est vraiment limité. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites je pense au Tadjikistan, par exemple, où il y a vraiment des ouvrages importants de ces retenues. Mais en tout cas, pour nos aménagements, il n'y a pas eu d'événements récents là-dessus. Donc, il n'y a pas de surveillance connue, en tout cas. Mhm. Côté français, Maëva, tu as peut-être des éléments à donner ou pas? Alors, le micro est fermé. Pardon. Donc c'est pas moi qui ai étudié tout ça, donc je vais peut-être pas m'étendre sur le sujet, mais oui, bah après il y a un suivi de certains lacs qui se sont formés derrière des matériaux moréniques. J'ai en tête l'exemple du glacier des Bossons l'année dernière qui a été vidangé, où il y a eu des travaux pour éviter des catastrophes éventuelles à venir. Merci. Alors, peut-être les lacs glaciaires aussi sont surveillés. Il y a aussi l'exemple de lac de la Peine Morte en Suisse, par exemple. Les lacs glaciers, clairement, sont surveillés. Ce pas des lacs qu'on peut appeler moréniques, du moins des retenues moréniques, mais le suivi des lacs glaciaires, un point important. Merci beaucoup, en tout cas, Jonathan et Maëva. Merci. Timing. Très bien. Merci. Bonne journée.